Les adolescents semblent souvent innocents jusqu'à ce qu'un acte détruise cette confiance. Nous allons discuter de 7 cas réels où de jeunes meurtriers font face aux juges et reçoivent des peines qui volent leurs rêves. Du choc silencieux aux larmes de colère, chaque réaction montre la douleur profonde laissée derrière. Ces moments au tribunal nous rappellent que certaines blessures ne guérissent jamais, complètement. Jamais en 23 ans, à peu près, je n'ai refusé une peine le soir du 4 octobre 2016. Danta Wright, âgé de 17 ans, et 2 amis ont décidé de voler un camarade de classe, Jordan Klee, devant le lycée Pioneer à Ann Arbor, Michigan. Le trio a repéré Klee en train de parler au téléphone dans un parking. Wright, armé d'un pistolet 9 mm, a exigé le téléphone et le portefeuille de Klee. Lorsque Klee a hésité, Wright lui a tiré une balle à l'arrière de la tête, le tuant sur le coup et projetant son corps sur l'asphalte. Jordan, un élève de terminale et athlète prometteur, n'a eu aucune chance de se défendre avant de s'effondrer. Où ses camarades de classe l'ont-ils trouvé? Les enquêteurs ont ciblé la tour cellulaire de Wright. Les signaux ont localisé son téléphone et les images de surveillance l'ont montré rôdant à proximité. Les analyses balistiques ont confirmé que la douille correspondait à l'arme saisie de Wright. Les détectives ont trouvé une page de journal déchirée dans le sac à dos de Wright, se vantant d'un gros coup. Quelques heures avant l'attaque, en moins de 48 heures, la police a arrêté les 3 suspects, choquant une communauté non préparée à une telle violence adolescente. Le meurtre brutal de Jordan Klee, un étudiant avec des perspectives universitaires et un ami fidèle, a déchiré la communauté scolaire soudée d'Ann Arbor. Des bouquets de fleurs et des bougies allumées se sont rassemblés autour du parking, et les camarades ont veillé pour pleurer une vie terminée trop tôt. La salle était tendue lors de la condamnation mi-2017, alors que les membres de la famille Klee déclaraient l'impact. Wright était assis avec un sourire narquois, riant sous cape. Chaque photo de Jordan, tachée de larmes et tirée des bras de ses parents, semblait seulement amuser Wright. Le procureur Michigan Leitch a interrompu les procédures, réprimanda Wright. « Votre comportement est glaçant, et si vous ne pouvez pas montrer de respect, nous reviendrons sur ce plaidoyer. » L'avocat de la défense de Wright s'est excusé, invoquant l'immaturité de son client et une habitude de masquer la peur par un sourire. Pourtant, Wright s'est penché vers son avocat, faisant une blague. Des camarades, en uniforme, était assis dans un silence choqué alors que la sécurité guidait Wright pour qu'il retourne à sa place. Bien que tumultueux, la famille Klee a demandé au tribunal d'honorer le plaidoyer et d'éviter un long procès. Le 24 juillet 2017, Wright a plaidé coupable de meurtre au second degré, de vol à main armée et de conspiration. Selon la loi du Michigan, il a reçu des peines concurrentes de 23 à 50 ans, le minimum selon son accord. Le juge Swartz, sans accord, donné perpétuité, mais a respecté le souhait familial d'éviter un traumatisme. Wright est entré dans le système correctionnel du Michigan avec une libération possible en 2042. Les dossiers montrent qu'il a été envoyé dans un établissement de sécurité moyenne, reflétant son âge au moment de l'infraction et son comportement perturbateur au tribunal. Ses avocats ont fait appel en disant que le juge ne l'avait pas suffisamment averti qu'il perdrait le plaidoyer s'il se comportait mal. La Cour d'appel du Michigan a confirmé la sentence. Nous avons fait appel à Ino, à Osamis. À la suite de la tragédie, les parents de Jordan Klee ont créé Run for Jordan, une course annuelle de 5 km pour des bourses attirant des milliers. La famille a aussi poussé pour des lois plus strictes sur le stockage des armes, partageant comment l'accès facile de Wright à une arme chargée a rendu ce cauchemar possible. Pendant ce temps, le cas de Wright reste un exemple édifiant. Le choix brutal d'un adolescent, un plaidoyer sauvé uniquement par la grâce d'une famille en deuil et une peine à perpétuité qui laisse une communauté à jamais changer. Vous serez tenu de payer les frais de justice et les évaluations pour un montant de 431,50 $. Le 19 mars 2023, Carly Madison Gregg, âgée de 14 ans, a pris le Magnum 357 pour tuer sa mère dans leur maison à Brandon, Mississippi. Carly s'était disputée avec sa mère, Ashley Smiley, sur la discipline et le téléphone. Cet après-midi-là, Ashley, prof de maths, a fouillé la chambre de Carly et a trouvé des stylos de vapotage. Les tensions ont éclaté et plus tard dans la soirée, Carly a récupéré l'arme, est entrée dans la chambre de sa mère et a tiré 3 balles dans son visage et sa poitrine. Après avoir tué Ashley, Carly a envoyé un texto à Heath Smiley pour savoir son retour. Elle a de nouveau ouvert le feu, touchant son bras. Elle a invité un ami à venir voir le corps en demandant sa sensibilité au
cadavre, la police a arrêté Carly à environ un demi-mile de là. Les enquêteurs ont trouvé des images de sécurité domestique montrant Carly se déplaçant dans la maison avec l'arme et l'appel au 911. Son beau-père a passé en pleurs. Elle a été inculpée en tant qu'adulte pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre et falsification de preuves, et a montré une brutalité froide et calculée. Lorsque le jury a rendu son verdict de culpabilité le 20 septembre 2024, Carly Gregg a fondu en larmes, tremblant, alors que le juge lisait chaque chef d'accusation. Les caméras l'ont capturé en train de sangloter, les épaules secouées, les yeux rouges et gonflés, alors que le tribunal repassait l'appel au 911 du beau-père, sa voix se brisant. Elle a tiré sur sa mère, Carly, cachant son visage dans ses mains, ses pleurs se mêlant au chagrin brut. Dans la galerie, pendant les déclarations d'impact des victimes, Heath Smiley a retenu ses larmes, disant à Carly « Tu as détruit nos vies. Ma femme était tout pour nous. » Le juge a marqué une pause, laissant ces mots résonner dans le silence. La sœur d'Ashley a ensuite pris la parole, sa voix tremblante. Elle était un phare d'amour. Tu as enlevé cela pour toujours. Chaque déclaration a tiré de nouvelles larmes de Carly. Bien que certains jurés et témoins aient noté que son regret semblait n'apparaître que lorsque les caméras tournaient. Un psychiatre de la défense témoignait que Carly était en crise mentale, entendait des voix, luttait contre une dépression, mais l'angoisse de la famille éclipsait ses affirmations. Rejetant un accord de plaidoyer de 40 ans, un jury du comté de Rankin a condamné Carly Gregg à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans pour falsification de preuves. Le juge Dewey Arthur a dit que ses actions étaient malveillantes et que les problèmes de santé mentale n'excusaient pas une embuscade préméditée contre sa mère. L'affaire de Carly a suscité un débat à Brandon et au-delà. Elle nécessitait un traitement. Certains ont demandé des peines plus dures pour les adolescents violents. Les défenseurs ont demandé un dépistage amélioré scolaire et les parents ont averti des dangers des armes chargées accessibles aux adolescents. Heath Smiley a fondé la fondation Ashley Smiley pour lever des fonds pour le conseil en deuil et les verrous de sécurité pour armes à feu au Mississippi. Le procès de Carly Gregg reste un exemple de violence adolescente, de crise de santé mentale extrême et d'une communauté aux prises avec la protection de ses enfants, tant les victimes que les auteurs. Ses cris ont très probablement été étouffés par ses propres poumons suffocants. Le jour de la fête des mères, Aiden Fucci, âgé de 14 ans, a attiré sa camarade de 13 ans, Tristan Bailey, sur un sentier à Durban Crossing, Sainte-Comté de Johnson, Floride. Tristan, une pom-pom girl populaire, a été vu pour la dernière fois sur une vidéo de surveillance marchant avec Fucci juste avant l'aube. Plus tard dans la matinée, son corps a été retrouvé dans une zone boisée, poignardé 114 fois. Les enquêteurs ont retracé des empreintes sanglantes et une pointe de couteau manquante jusqu'à la maison de Fucci. Dans sa chambre, ils ont récupéré un fourreau correspondant au couteau et dans l'évier de la salle de bain. Ce que sa mère a admis être une tentative d'effacer la justice des preuves. Une confession ultérieure a révélé une préméditation glaçante. Fucci avait dit à des amis qu'il voulait tuer quelqu'un en l'entraînant dans les bois. La brutalité a choqué la nation. Les parents ont eu du mal à saisir comment un adolescent de 14 ans pouvait commettre un meurtre. Les camarades de classe ont organisé des veillées pour Tristan, laissant des fleurs et des souvenirs à l'Académie Patriot Oaks, son collège. La communauté a exigé des réponses et une protection contre les dangers cachés parmi sa jeunesse. Lors de l'audience de condamnation de Fucci en mars 2023, les caméras ont capturé le moment où le juge R. Lee Smith a prononcé la peine de réclusion à perpétuité. Les yeux de Fucci a écarquillé sa bouche, s'ouvrant en un choc silencieux. Pendant un instant, il semblait figé, les cheveux tombant sur son visage, avant de s'affaisser sur son siège, fixant le sol. Les journalistes locaux ont dit qu'aucun mot n'était nécessaire. Son expression disait tout. La mère de Tristan, Stacy Bailey, a parlé en pleurant. « Ma fille, vous faisait confiance. Vous avez détruit sa vie. » Chaque fois qu'elle s'arrêtait pour se ressaisir, Fucci levait les yeux, comme s'il réalisait pour la première fois le coup humain. La salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés. Quand Fucci a finalement parlé, il a murmuré « Je suis désolé » à peine audible. Mais tout espoir de clémence a disparu lorsque le père de Tristan, Forrest Bailey, s'est adressé à la cour. « Vous avez pris ma petite fille. Vous devez vivre avec cela chaque jour. » Ces mots ont résonné longtemps après que le marteau soit tombé. Selon la loi de Floride, Fucci risquait la réclusion à perpétuité avec possibilité de révision après 25 ans, une peine que le juge a dit refléter l'horreur des 114 blessures. Le 24 mars 2023, Fucci a été officiellement condamné à la réclusion à perpétuité. Il purge sa peine à l'établissement correctionnel de Cross City. Un an plus tard, sa mère, Crystal Smith, a plaidé nolo contendere pour altération de preuves ayant nettoyé le sang de son jean et a été condamnée à 30 jours de prison et 5 ans de probation.
Pendant ce temps, la famille Bailey a établi le T.B. Strong Foundation, offrant des bourses et des ateliers d'autodéfense au nom de Tristan, et a réussi à faire pression sur la Floride pour protéger les mineurs. Les photos de la scène de crime, de la diffusion publique. La mémoire de Tristan perdure. Aux événements annuels, T.B. Strong, rappelant à la communauté le courage qu'un garçon de 13 ans a montré dans la vie. Et la justice qu'un meurtrier a affrontée pour un crime qui a stupéfié tout un État était complètement sans défense. C'est une évidence. Mais il y avait d'autres dynamiques qui étaient, en mars 2013, Dylan Shoemaker, âgé de 16 ans, a été laissé seul pour garder le fils de 23 mois de sa petite amie, Austin, à Springville, New York. Austin pleurait et était agité, et Dylan a admis plus tard qu'il ressentait de la frustration. Construire. Au lieu d'appeler à l'aide, il s'est emporté. Les voisins ont entendu de forts bruits et se sont précipités vers la maison. Ils ont trouvé Austin inconscient sur le sol du salon. Il a été transporté d'urgence à un hôpital, mais est décédé peu après. Les médecins ont constaté un traumatisme crânien sévère, fracture du crâne et des hémorragies internes, suggérant des coups. Les rapports d'autopsie ont décrit des blessures au-delà d'une chute. La police a arrêté Dylan à l'école le lendemain. Il a dit aux officiers qu'il avait craqué et a affirmé qu'il ne voulait pas tuer l'enfant. Les enquêteurs ont découvert un appel enregistré depuis la prison dans lequel Dylan se vantait auprès de sa mère, 16 ans. « Tu pleures devant le jury et ils te laisseront partir ». Cet enregistrement a refait surface lors du procès, révélant un calcul glaçant sous ses remords apparents. Lors de l'audience de condamnation de Dylan devant le juge William Baller, la salle d'audience était remplie de membres de la famille, de voisins et d'équipes de presse. Alors que le juge passait en revue les accusations, Dylan était assis, la tête baissée, lorsque vint le moment des déclarations d'impact des victimes. La grand-mère d'Austin, serrant une photo du tout petit, a parlé en larmes de la vide qu'elle ressentait sans son seul petit-fils. Dylan s'est levé pour parler, les larmes aux yeux. Les larmes coulant sur son visage, il s'est tourné vers le juge et a dit « Je donnerai ma vie pour Austin. Je ferai n'importe quoi pour le ramener. » Sa voix s'est brisée alors qu'il parlait, les épaules tremblantes. Certains dans la galerie ont poussé un cri de surprise. Sa supplication semblait sincère, mais d'autres se souvenirent de l'appel depuis la prison. Le juge Baller fit une pause, regardant Dylan. Il dit fermement « Vos mots ne peuvent pas effacer ce que vous avez fait. Vos actions montrent une colère dangereuse que vous avez choisi de déchaîner sur un enfant innocent. » Lorsque le juge rappela sévèrement à Dylan l'enregistrement de la prison, brague, le visage de Dylan devint pâle. Il s'effondra sur sa chaise, les mains couvrant ses yeux. Le contraste frappant entre ses excuses suppliantes et ses vantardises antérieures rendait le moment poignant. Un jeune homme déchiré entre un véritable chagrin et le fait d'avoir une fois essayé de manipuler la sympathie. Le juge Baller a condamné Dylan Shoemaker à une peine de 25 ans à perpétuité, la peine maximale pour meurtre au second degré selon la loi de l'État de New York. Le juge a déclaré qu'il voulait envoyer un message clair. Aucun enfant ne doit pas subir une telle violence. Hors du tribunal, la famille d'Austin a parlé de leur chagrin. Sa tante tenait un petit ours en peluche et a dit « Nous ne pouvons pas ramener Austin, mais nous savions qu'il avait besoin de justice. » La famille a créé la fondation Austin Angels. Pour former les voisins à repérer les signes de maltraitance, les écoles de Springville ont ajouté des ateliers de gestion de la colère et du stress pour les adolescents soignants. Les refuges locaux offrent des gardes d'urgence pour jeunes soignants débordés. Les défenseurs de la sécurité des enfants ont souligné le cas de Dylan comme preuve qu'un moment de rage incontrôlé peut avoir des conséquences à vie pour les victimes, les familles et les auteurs. À l'intérieur du système pénitentiaire, Dylan a intégré un programme pour les délinquants habituels de moins de 18 ans avec des conseils en santé mentale et des cours de gestion de la colère. Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 25 ans, ce qui le rendra presque âgé de 42 ans avant de pouvoir demander à un comité de réexaminer son cas. La communauté murmure encore à propos de ce jour en 2013, quand la colère d'un adolescent a mis fin à la vie d'un tout petit et a changé d'innombrables avenirs à jamais. Quelques jours après avoir eu 18 ans, en juin 2006, Dexter Darnell Johnson a rejoint 4 amis pour une série de crimes violents dans le comté de Harris, au Texas. Le groupe a volé la voiture de Maria, à Paris, dans une station. Ils ont ordonné au couple de monter à l'arrière, les ont conduits à un endroit isolé et les ont volés. Une victime a été forcée de sortir de la voiture et poignardée à mort. Les autres ont été emmenés dans les bois où Maria et Hai ont été abattus d'une balle dans la tête. Les enquêteurs ont trouvé leur corps caché sous des broussailles. Des preuves ont lié Johnson au meurtre. Les douilles correspondaient à son arme de poing et son ADN était sur un tissu ensanglanté. La vidéo de surveillance de la station-service a capturé la voiture de fuite du groupe. Lorsque la police l'a arrêté, Johnson n'a montré aucun remords visible. Il a dit aux détectives « J'avais besoin d'argent, et s'ils essayaient de se défendre, je devais faire ce que j'ai fait. » Lors de l'audience de condamnation de Johnson en 2007, la salle d'audience bondée est tombée silencieuse lorsque la juge Denise Collins a lu l'accusation.
meurtre capital passible de la peine de mort. Lorsque le juge a prononcé la peine de mort, Johnson a explosé. Il a crié série d'injures, frappé du poing sur table de défense et hurlé « Je ne vais pas mourir ». Agents de la cour se sont rapidement déplacés pour le maîtriser alors que le public haletait. Les images de la caméra de sécurité ont capturé le chaos. Le visage de Johnson rouge de rage. Les avocats reculant et les membres de la famille stupéfaits dans le public. Un des proches de la victime a crié « C'est tout ce que j'avais besoin de voir ». Comme si l'explosion de Johnson confirmait sa culpabilité au-delà du verdict. Le juge a suspendu la sentence un moment, puis a ordonné que Johnson soit retiré. Le reste de l'audience s'est poursuivi sans lui, le coup de marteau résonnant dans la salle vide. Dehors, les journalistes ont qualifié cela de pandémonium au tribunal et le clip s'est répandu sur les chaînes d'information. Certains experts juridiques ont déclaré que la réaction de Johnson rendait la peine de mort inévitable, prouvant qu'il manquait de remords. D'autres ont soutenu que sa réaction explosive était un signe de peur, non de défi. Un dernier moment brut avant de faire face à la punition ultime. Condamné pour meurtre capital, Johnson a reçu une peine de mort en 2007. Il a été envoyé à l'unité Polinsky, l'établissement du couloir de la mort au Texas, en novembre 2018, 3 jours avant une exécution programmée. Un juge fédéral a accordé un sursis pour examiner les allégations de conseil inefficaces, arguant que ses avocats n'avaient pas présenté des preuves clés de son enfance troublée. 4 mois plus tard, la Cour d'appel du 5e circuit a accordé un deuxième sursis pour examiner les questions concernant la capacité intellectuelle de Johnson et si son exécution violerait l'interdiction du 8e amendement sur les punitions cruelles. Ses avocats affirment qu'il a un QI inférieur à 75 et de graves difficultés d'apprentissage. Les procureurs qualifient de ces affirmations de retard désespéré. Plus d'une décennie après sa condamnation, Johnson reste dans le couloir de la mort, poursuivant les appels devant les tribunaux d'État et fédéraux. Les familles des victimes ont pris la parole lors des audiences, parfois en plaidant pour l'exécution, d'autres fois en appelant à la clémence compte tenu de son âge. Au moment du crime. L'affaire met en lumière la tension entre une justice sévère pour les crimes brutaux et les protections légales pour ceux qui revendiquent un handicap mental. À ce jour, la date d'exécution de Dexter Johnson n'est pas fixée. Son histoire sert d'exemple d'un adolescent dont les premiers pas à l'âge adulte l'ont conduit à la chaise électrique, mais dont la bataille juridique sur l'esprit et la culpabilité pourrait être sa plus longue peine de toutes. Le 6 juillet 2012, Rachel Schuff, âgée de 16 ans, et son amie Shelia, âgée de 15 ans, Eddie, a attiré leur camarade de classe, la nièce de Schuyler, vers un tronçon de route tranquille près de Morgantown, en Pennsylvanie. Schuyler, qui connaissait les deux filles depuis le collège, a accepté de les accompagner pour une promenade nocturne. Au lieu de la laisser faire demi-tour, Rachel et Shelia ont sorti des couteaux de cuisine et ont poignardé Schuyler à plusieurs reprises, laissant son corps caché sous des feuilles. Les détectives ont trouvé le sac à dos et le téléphone de Schuyler, ainsi que des vêtements ensanglantés dans un sac poubelle. Les enquêteurs ont retracé des appels et des textos montrant que Rachel avait planifié l'attaque quelques jours avant, exactement quand et où se rencontrer. Lors des entretiens, Rachel a admis se sentir jalouse de l'amitié étroite de Schuyler avec d'autres filles et voulait lui donner une leçon. La brutalité a choqué une communauté peu habituée à cette violence chez les jeunes. Les enseignants, les voisins et les membres de la famille comprenaient comment 2 élèves ont pu exécuter ce plan. Les adjoints du shérif ont qualifié cela de l'un des meurtres les plus froids et les plus calculés qu'ils aient vus. Les équipes de presse campaient devant la maison de Rachel alors que la police suivait chaque piste et une veillée aux chandelles pour Schuyler a rempli la place de la ville. Lorsque Rachel a comparu devant le juge Johnson Dries en février 2014, la salle d'audience bondée est tombée dans le silence. Alors que les procureurs décrivaient chaque coup de couteau et rejouaient un appel de prison dans lequel Rachel admettait son plan, les yeux de Rachel se remplissèrent de larmes. Quand ce fut son tour de parler, elle se leva lentement, sa voix tremblante. « J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai fait. Je suis tellement désolé pour la famille de Schuyler et pour tous ceux que j'ai blessés. » Ses excuses étaient sincères et brutes, et elle couvrit son visage de ses mains, alors que des sanglots secouaient son corps. Pendant les déclarations d'impact des victimes, la mère de Schuyler a décrit l'endroit vide dans sa maison où le rire de sa fille résonnait autrefois. Rachel regardait à travers ses yeux rougis, alors que le père de Schuyler parlait de tenir un bouquet sur sa tombe, promettant de garder sa mémoire vivante. Chaque fois qu'un membre de la famille s'arrêtait pour pleurer, Rachel baissait la tête, laissant ses larmes couler librement. Le juge a noté sa contrition, mais a averti que le remords seul ne pouvait pas annuler le crime. Le contraste entre son chagrin sincère et la planification mortelle qui a conduit à la mort de Schuyler a rendu cela déchirant. Rachel a accepté un accord de plaidoyer pour meurtre au 2e degré, pour éviter une possible peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, le 7 mars 2014.
Le juge Driss l'a condamné à 30 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 10 ans, alors que le juge prononçait la peine. Rachel se tenait tranquillement, sa posture droite, mais ses épaules tremblaient. À l'extérieur de la salle d'audience, la famille de Schuyler a déclaré que la sentence offrait une certaine justice, mais ne pourrait jamais combler le vide laissé par sa perte. En mai 2023, après 10 ans, Rachel a demandé une libération conditionnelle. Lors d'une audience remplie de médias et de membres de la famille, elle s'est excusée, a parlé de ses efforts de conseil et a dit qu'elle avait grandi grâce à la foi et aux études en prison. Cependant, la commission des libérations conditionnelles a refusé sa libération, invoquant la brutalité du crime. Une autre tentative en juillet 2024 a échoué, les responsables notant que beaucoup craignent encore qu'elle récidive. La famille de Schuyler a fondé la Schuyler-Niece Foundation pour soutenir les programmes de santé mentale des adolescents et la lutte contre l'intimidation en Pennsylvanie. L'affaire de Rachel est devenue une histoire de jalousie, et un plan mortel peut détruire des vies en quelques secondes. Et comment le remords, même sincère, doit être pesé par rapport à la sécurité publique. En décembre 2018, Damon Kemp, âgé de 19 ans, vivait avec 2 amis, Trey Ingram et Jordan Patriot, dans un petit appartement à Daytona Beach. Tard un soir, une dispute au sujet du loyer et des factures partagées a dégénéré, en violence. Des témoins ont entendu des pas bruyants et un seul coup de feu. Lorsque la police est entrée dans l'appartement, elle a trouvé Trey et Jordan allongés au pied du lit, chacun ayant reçu une balle dans la poitrine. Damon tenait encore l'arme. Les voisins ont dit aux détectives qu'ils entendaient souvent des cris de l'appartement, mais supposèrent qu'il s'agissait juste de colocataires bruyants. Les images de la caméra de sécurité à l'extérieur du bâtiment ont capturé Damon en train de faire les 100 pas avant la fusillade, serrant un petit pistolet. Aucun vol n'a eu lieu. Damon n'a pas pris leur portefeuille ou téléphone, ce qui a conduit les enquêteurs à croire que la colère seule avait motivé l'attaque. Il a ensuite admis lors de l'interrogatoire qu'il avait craqué, après que Trey l'ait accusé de voler de l'argent et que Jordan se soit moqué de lui. Lors de la première comparution de Damon devant le tribunal, le juge Craig Capri a demandé à Damon s'il comprenait les accusations. Damon, pâle et tremblant, a crié « Dieu, Dieu, Dieu », encore et encore. Sa voix résonnait dans la salle d'audience. Bailey a eu du mal à le calmer, tandis que les familles de Trey et Jordan ont poussé des exclamations et se sont penchées en avant. Le juge Capri a ordonné une brève pause et a examiné l'état mental de Damon. Lorsque les procédures ont repris, Damon était assis tranquillement dans un fauteuil roulant, les yeux vides. La sœur de Trey a parlé d'une voix tremblante. « Il a pris mon frère sans raison. » Avant qu'elle ne fonde en larmes, la mère de Jordan, serrant une photo de son fils, a dit « Je ne le reverrai jamais parce que tu as perdu le contrôle. » Damon fixait le sol, les larmes coulant sur ses joues. Puis, alors que les avocats de la défense demandaient une réduction de la caution, Damon a soudainement croisé le regard du juge et a crié à nouveau. Le juge Capri a frappé son marteau, a refusé la caution et a ordonné que Damon soit emmené dans une cellule sécurisée. Les cris bruts de Dieu sont devenus un rappel que la justice, une fois déclenchée, ne laisse aucune place à la clémence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Le procès de Damon a commencé en mai 2023. Il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et d'invasion de domicile avec agression le 15 août 2023. Le juge Capri l'a condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive. Damon est resté impassible pendant que le juge parlait. Chaque vie perdue aujourd'hui exige sa sentence. Le verdict sévère a suscité un débat sur la manière de traiter les adolescents violents au tribunal. Certains ont soutenu qu'à 19 ans, Damon devait faire face à une punition d'adulte sans indulgence. D'autres ont souligné sa dépression et ont remis en question sa santé mentale. Lorsque la caution a été refusée, les défenseurs de la justice pour mineurs en Floride ont tenu des rassemblements pour un traitement distinct pour les jeunes adultes. Les familles de Trey et Jordan soutiennent les peines de réclusion à perpétuité. La mère de Trey dit qu'aucune libération conditionnelle ne peut les ramener. Et Croinao, cela montre qu'il ne peut pas blesser personne. Les groupes locaux de logements sécurisés lancent des ateliers sur la gestion des conflits pour éviter que les disputes entre colocataires ne se terminent en tragédie. Les appels de Damon sont en attente. Les avocats indiquaient détresse mentale lors de l'audience de cautionnement nécessitant un traitement et non seulement une punition. La communauté de Daytona Beach est encore sous le choc de la nuit où un ami est devenu meurtrier et le sort de Damon Kemp sert d'avertissement. Lorsque la colère et une arme se rencontrent dans la main d'un jeune, le résultat peut être une vie derrière les barreaux dans une ville à jamais changée. Cette histoire montre à quel point les blessures de la violence juvénile peuvent être profondes. Derrière chaque peine de réclusion, il y a des familles brisées, des communautés hantées et des moments d'émotion brute qui résonnent après le marteau tombé. La décision d'un tribunal peut clore un chapitre, mais la douleur et les questions qu'elle laisse derrière elle ne peuvent jamais être complètement effacées. Quel moment au tribunal vous a le plus bouleversé? Des larmes de remords, des cris de colère ou un silence stupéfait? Faites-le nous savoir dans les commentaires et ne manquez pas nos prochaines vidéos sur la criminalité des adolescents et la réponse du système judiciaire.